Bien, je propose que l'on démarre, si ça vous convient. Donc bonjour à toutes et à tous. Pour me présenter rapidement, donc je suis Eva Zaccaro, je suis chargée de mission à l'ARPE Normandie. Donc c'est l'association régionale de promotion de l'éco-construction. Avant de démarrer, pour vous informer que ce webinaire est enregistré, l'idée étant de publier le replay sur la page YouTube de l'ARPE pour que toutes les personnes qui n'ont pas pu se libérer et se rendre disponibles puissent regarder les échanges qui auront lieu aujourd'hui. On a coupé d'office vos micros pour éviter les interférences, donc seules les personnes qui vont intervenir auront la possibilité de réactiver leur micro. Toutefois, n'hésitez pas à utiliser la conversation pour interagir. Vous pouvez poser vos questions via le chat. Et on pourra éventuellement ouvrir les micros à la toute fin en fonction du temps disponible. Alors, j'espère que vous voyez tous bien mon écran. Donc, pour recontextualiser un petit peu ce webinaire, en fait, ça vient d'une initiative de la Normandie, puisqu'en fait, sur notre région, on est en train de mener une réflexion autour de la structuration de notre filière locale, à savoir qu'en fait, l'ARP Normandie est une association multifilière, donc ne s'intéresse pas uniquement à la terre crue. Et se pose alors la question de savoir si on doit créer une entité spécifique ou si on reste une branche de l'ARP pour mener des actions sur la filière terre crue. Donc ça va faire en fait 1 an que des professionnels de la terre se sont réunis pour envisager de monter une initiative. On a organisé les premières rencontres de la construction terre en Normandie en mai dernier. Et à la suite de ça, on a fait le choix de proposer une série de webinaires pour aider les professionnels normands de la terre à se raccrocher un peu avec toutes les dynamiques nationales. Donc on a notamment organisé un premier webinaire sur les actualités du projet national terre. Et il a fait le choix donc de proposer un deuxième webinaire, cette fois-ci plutôt sur les collectifs régionaux, pour voir ce qui se passe dans les régions voisines. Donc voilà un peu pour recontextualiser ce webinaire. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est d'essayer de s'inspirer les uns les autres, voir comment les autres régions se sont structurées ou sont en train de se structurer. On est à tous des états d'avancement différents. Donc pour ça, on a différentes personnes qui vont intervenir. Donc on aura Aliénor Thureau pour le collectif Terreur armoricain, Servane Martin pour le collectif francilien de la Terre crue, Adeline Houssac des idées plein la Terre, Marie Eberly pour le collectif Terre Hauts-de-France, Vincent Lalande pour le collectif Terre Alsace, et on a Madeleine également qui est dans le train pour le collectif Terre PACA et qui pourra peut-être prendre la parole, mais sinon je partagerai les infos pour elle. Je vous ai remis un peu une carte des collectifs Terre recensés actuellement dans notre pays. Alors, il y en a pour lesquels l'état d'avancement ne permet pas encore d'avoir un logo. Mais voilà, j'avais aussi sollicité le collectif, par exemple, le collectif des Terres en Gironde. Personne chez eux n'a malheureusement pu se rendre disponible, à moins qu'il y ait quelqu'un parmi les participants, je ne sais pas. Il y a également Arezo, qui est une association multifilière dans le sud-ouest. On a également Terra en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, j'ai pas eu de retour de leur part, mais je pense que ça mériterait de reproposer un rendez-vous pour discuter et les inclure dans la discussion. Il y avait un collectif aussi du côté de Montpellier qui s'appelait Critères, qui a priori est en sommeil et ne fonctionne plus aujourd'hui. Et puis il y a tous les autres donc, qui sont représentés aujourd'hui. Donc l'idée, ça va être de vous donner la parole les uns après les autres, d'essayer en 5-7 minutes de faire un peu le tour de votre collectif, de votre structuration. Et puis à la fin, je propose qu'on garde un temps plutôt pour les questions, pour être sûr que tout le monde ait le temps de bien présenter son collectif. On garde vraiment les questions pour la fin si ça vous convient.
Pour commencer, Aliénor, si tu veux bien prendre la parole et puis nous présenter le collectif Terreur armoricain. Bonjour à tous. Le collectif des terreurs armoricains a été créé du coup il y a pas mal de temps, en 2012. Géographiquement, il regroupe à la fois la Bretagne, mais aussi les Pays de la Loire. On a à peu près une centaine d'adhérents, c'est pas hyper clair, puis c'est pas hyper carré. On regroupe beaucoup de maçons et maçonnes, pas mal de maçonnes, des architectes bien sûr. On a quelques bureaux d'études en structure et en thermique, et des AMO, pas beaucoup. Voilà, le collectif, je trouve ça important, fait partie de réseaux du coup, de biosourcés. En Bretagne, c'est la FB2 et en Pays de la Loire, c'est, le collectif biosourcés Pays de la Loire. Voilà, on est très impliqués aussi dans le PNTER parce que, bah, il y a quand même pas mal de membres du PNTER qui sont au CTA. Donc voilà, par exemple, on porte le projet Bauge porteuse, qui est un projet de recherche sur le comportement mécanique de la bauge, en fonction des différentes, mises en œuvre. Au niveau de la structuration de l'association, là, cette année, on est vraiment en chantier. C'est que on a créé des groupes de travail par thématique pour essayer de structurer plus l'association parce que on se rend compte que bah, on a un réseau plus qu'une association. Enfin, on se connaît, c'est bien, on se met en contact, mais on n'a pas, l'association offre pas beaucoup de cadres, on va dire, et de prestations. Même si nous, notre prestation historique, on va dire, c'est de faire des études de convenance, donc d'aller caractériser des gisements de terre pour des maîtrises d'ouvrage et ensuite accompagner, pourquoi pas, à la conception et ensuite faire de l'exécution. Donc là, voilà, on a créé plusieurs groupes de travail, notamment sur la charte de l'association parce que il est ressorti à notre dernière AG que on voulait vraiment s'engager au niveau des VHSS, donc des violences et harcèlements sexuels et sexistes. En plus, nous, on a eu un cas dans l'association où on a exclu quelqu'un du réseau parce que il avait des propos qui étaient problématiques. Donc ça nous tient vraiment à cœur. Là, c'est un gros sujet de l'année. On va aussi essayer donc voilà de se structurer, de chercher un peu quel est notre rôle, quel est le rôle de l'association vis-à-vis de ses membres, et cetera. On va essayer de travailler un peu mieux sur la communication parce que c'est pas trop notre fort et on va aussi travailler sur, les marchés publics pour, essayer d'accompagner, les maçons, maçonnes surtout, à aller répondre à des marchés publics parce que, bah, il y a une demande de plus en plus grandissante, sur la terre. Voilà, aussi au niveau de la structuration, je sais pas combien de temps je prends, faut pas hésiter à me dire, si je parle trop. Oui. Au niveau de la structuration aussi, on s'est rendu compte que notre territoire était quand même assez grand et que, les enjeux étaient pas forcément les mêmes partout. Donc on commence un peu aussi à se scinder en agences locales. Bon, il y a l'agence, rennaise évidemment, qui est hyper, représentée quoi, parce que, bah, forcément c'est là où il y a beaucoup de patrimoine. Moi du coup je suis à Nantes et donc on a monté une agence, ligérienne qui regroupe en gros qui va de Angers à Guérande, donc c'est très, très large. Et puis il y a les Terreux de la Pointe, ils s'appellent, dans le Finistère. Et du coup, voilà, en fait, parce que par exemple, on se rend compte qu'à Rennes, la communication est pas la même parce que les gens connaissent le matériau terre, parce qu'il y a énormément de patrimoine en Bauge. Alors qu'à Nantes, nous, la terre, on ne connaît pas, quoi. Et on a vu vaguement du torchis en centre-ville et c'est tout. Donc, on va pas approcher les choses de la même façon. Et puis, bah, du coup, c'est pas forcément, c'est pas la même région. Donc là, par exemple, à Nantes, on a la chance d'avoir depuis assez peu de temps une chargée de mission éco-construction à la métropole qui pousse énormément les sujets biosourcés. Donc là, on a encore un autre groupe de travail sur comment structurer la filière en Pays de la Loire, avec peut-être de la mise à disposition de fonciers où on pourrait stocker des terres caractérisées et pourquoi pas transformer en adobe ou voilà. Donc il y a aussi un projet en ce moment de briqueterie mobile qui se monte sur Nantes. Enfin, il y a plein de choses, plein de dynamiques qui se mettent en place. Euh, Si je voulais aussi parler au niveau financement, c'est que on est tous bénévoles aujourd'hui au CTA. Donc on a un CA où on est une douzaine, il me semble. Et après, on a les référents des groupes de travail. Enfin voilà, c'est quand même pas mal de boulot. Il se trouve on vient d'avoir un financement de la région Bretagne, donc qui va nous permettre de pouvoir aller un peu plus loin. Donc c'est environ, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon, dans les 40 000 euros, quoi. Euh, Et nous, on s'est posé la question du coup d'avoir un salarié avec ses sous et on s'est dit qu'on allait
pas réussir à pérenniser forcément le poste. On savait pas forcément quel était l'avenir financier de l'association, donc on ne veut pas se lancer là-dedans. Donc on va plutôt partir sur le principe de rémunérer nos adhérents quand ils font des missions pour l'association. Euh, donc voilà. Je sais pas s'il y a d'autres informations intéressantes à partager. Peut-être dire que vous faites aussi partie de la Confédération Terre Crue. Bien sûr, ouais, ouais, Ouais. tout à fait. On fait partie, on n'est pas très très actifs là-dessus, on n'est pas bon, mais mais ouais, bien sûr, bien Ok, sûr. super. Merci beaucoup, Aliénor. Si vous avez des questions à chaud, vous pouvez les écrire directement dans la conversation et on y répondra peut-être à la toute fin, si ça vous convient. Merci beaucoup, Aliénor. Ensuite, je propose à Servane de prendre la parole pour le collectif francilien. Oui, vous m'entendez, c'est bon? Oui, parfait. Ok. Je vais essayer d'aller vite parce que on a repris des présentations qu'on avait déjà faites où il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Mais donc nous, on est une association qui a été créée en 2021 et on s'est vraiment structuré à partir de 2023, notamment parce que on a eu l'opportunité de monter une exposition qui s'appelle Agile Argile, qui continue de tourner aujourd'hui. Et donc en fait, cette opportunité-là nous a motivés à nous structurer vraiment et à faire en sorte que le collectif commence à exister réellement et à être en activité. Donc là, début 2026, on a 75 adhérents. Et on est 11 au sein du cercle de coordination. Et Aliénor disait des choses qu'on retrouve aussi chez nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 11, on est tous bénévoles. Il y a un vrai enjeu à faire en sorte que les adhérents s'impliquent, au-delà du fait qu'ils adhèrent, mais que vraiment ils soient proactifs dans les objectifs du collectif. Donc ça, on est preneur aussi de vos idées pour trouver des outils pour faire en sorte qu'ils s'impliquent. Donc nous, on fait partie de la Confédération et du PNTR. Et pareil, comme tout ça, c'est du temps bénévole, aujourd'hui, les membres du cercle de coordination, on est un peu en difficulté sur comment réussir à trouver du temps. Enfin, je pense que c'est pour tous les collectifs, c'est pareil, mais c'est cette question de temps et de rémunération. Donc, dans les activités, là, j'ai listé un peu ce qu'on avait fait en 2024-2025. On a donc une de nos activités majeures, c'est ces temps de rencontre et de diffusion de la connaissance parce que on a un enjeu particulier en Île-de-France où la terre crue est quand même un matériau assez méconnu. Donc, on organise une fois par mois les mercredis du BTP, donc Bois Terre Paille. On co-organise ça avec Topophile, avec le collectif Paille et le RAF. Donc ça, c'est super aussi parce que mutualiser nos compétences, nos disponibilités, nos forces, ça permet d'avoir un peu plus d'impact et de diffuser à davantage de monde. Et donc ces temps-là, ils sont bien parce que donc c'est 1 heure, enfin un mercredi par mois. On a un exposé de 45 minutes, un retour d'expérience de 15 minutes et surtout ensuite un temps convivial où les curieux peuvent se mettre en lien avec nous, adhérer éventuellement au collectif et il y a des opportunités de projets qui se créent à ce moment-là. Eva, si tu peux passer. Donc voilà, en plus des mercredis du BTP, on organise aussi parfois des conférences ciblées en fonction des sujets qui sont un peu sur le feu en Île-de-France. Il y a cette exposition à Gilles-Argile. Donc aujourd'hui, c'est un vrai outil pour communiquer et aussi aller chercher des. Ah, je vois juste une question mercredi du BTP en présentiel ou en visio. On le fait en présentiel. On n'a pas encore tous les moyens pour le faire en visio, mais ce serait super. Oui, donc l'exposition Agile Argile, aujourd'hui, c'est un super outil de communication. Pour l'instant, elle s'est installée dans plusieurs lieux depuis 2023 en Île-de-France. Et on aimerait vraiment que cette exposition aille s'installer dans d'autres régions, voire même qu'elle soit complétée par des apports des associations régionales et que ce soit vraiment un outil de diffusion. Et là, elle s'est installée la semaine dernière à la Maison de l'Architecture des Hauts-de-France, donc c'est déjà cool. On commence à sortir de notre petite zone et c'est l'objectif à terme. Et donc pour des activités comme cette exposition, donc c'est des choses qui prennent énormément de temps. Et donc ce qu'on a trouvé, c'est que comme équilibre, c'est qu'on a un temps bénévole, mais en fonction des lieux qui accueillent et des moyens à disposition, on arrive à monter des devis à minima pour financer le transport de la terre, les impressions et l'outillage, et dans l'idéal pour rémunérer les personnes qui interviennent
parce qu'on fait en sorte que les temps de montage des prototypes soient toujours des temps de workshop avec soit les étudiants des lieux qui accueillent ou enfin voilà, on trouve des personnes, on ouvre des ateliers pour que des gens puissent participer au montage de ces prototypes. On a participé à donc soit pour présenter le collectif, soit pour mener des ateliers à des workshops, des forums. Eva, tu peux passer, je pense. Et après, il y a juste ce sujet-là, c'est que donc du coup, grâce à l'exposition Agile Argile, on a créé un inventaire qui recense les projets de construction en terre crue dans la région d'Île-de-France, mais aussi au-delà. Je sais qu'il y a des initiatives qui se montent dans chaque région, et en fait, l'idéal, ce serait de mutualiser. Je sais aussi que la Confédération avance sur ce sujet. Donc moi, je suis la responsable cartographie et expo, mais là, j'ai pas encore eu le temps de me mettre en lien sur ce sujet-là avec la Confédération. Mais l'idéal, ce serait vraiment d'avoir un outil mutualisé entre toutes les régions. Donc là, notre inventaire aujourd'hui, on a 170 projets. C'est clairement pas exhaustif, mais c'est déjà ça. Et surtout, ça nous a permis de monter des partenariats avec l'Institut Paris Région, avec la Frugalité. On leur fournit nos données pour qu'ils les intègrent à leurs outils cartographiques. Et en échange, plutôt qu'une rémunération, par exemple, ils nous prêtent des locaux pour organiser des événements ou s'ils rédigent une note ou un article, eh ben, on peut co-écrire et co-signer. Donc, c'est des partenariats intéressants aussi pour continuer de diffuser la connaissance et d'aller toucher des maîtrises d'ouvrage, des bureaux d'études et acteurs qui ne sont pas encore sensibilisés sur le sujet. Voilà, et oui, on a pu du coup éditer Bâtir avec les terres franciliennes. Donc en fait, à la suite de la fermeture de Cycle Terre, on a organisé une demi-journée pour réfléchir collectivement à pourquoi la fabrique avait fermé et surtout quelles étaient les perspectives pour après. Et donc cette demi-journée, la synthèse de cette demi-journée a donné lieu à cet ouvrage qu'on vend dès qu'on organise un événement, on le met à disposition et on le vend. Et pareil que pour les adhésions qui sont payantes, toutes ces finances permettent de nous financer les outillages, enfin quand on organise des événements, de louer des salles, etc. Voilà, et si tu passes, donc bien sûr, on participe aux travaux de la Confédération et du PNTER. Et si tu passes juste sur la dernière slide, nous, les enjeux qu'on a, c'est ce que je disais en intro, et dont j'aimerais vraiment qu'on parle collectivement, c'est comment vous faites chacun dans vos régions pour impliquer les adhérents au-delà juste du fait qu'ils adhèrent, c'est-à-dire comment les rendre proactifs. Et donc, Aliénor, tu parlais de groupes de travail. Nous, c'est quelque chose auquel on a pensé, qu'on n'a pas encore mis en place. Est-ce que ça marche? Est-ce que les référents arrivent aussi à déléguer? Ça, c'est un vrai sujet. Nous, le collectif Île-de-France, c'est un collectif qui est jeune et surtout les membres qui en font partie, il y en a beaucoup qui sont jeunes parce qu'ils sont en reconversion. Donc on manque de personnes qui ont de l'expérience sur le long terme et donc souvent c'est aux mêmes personnes que reviennent. Souvent on va se référer aux mêmes personnes pour obtenir des informations parce qu'elles sont dans le milieu depuis plus longtemps. Donc il y a une vraie question sur la montée en compétence des membres du collectif. Et voilà, et aussi il y a ce sujet, cette réflexion, je ne sais pas si dans d'autres régions vous l'avez, mais nous on rêve d'un terre-lieu, comme on l'appelle, mais d'un lieu vraiment physique, à la fois pour stocker, pour mutualiser des outils, et surtout pour pouvoir du coup disposer d'un espace qui permettrait de créer des opportunités d'organisation d'événements, de workshops, de diffusion de la connaissance. Voilà, on essaie de répondre à des appels à projets dans ce sens-là. Voilà, bon, j'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps et j'ai squeezé plein d'informations, mais à Non, dispo mais pour échanger. c'est super. Je sais que l'exercice n'est pas facile parce que le temps est très court, mais merci pour la synthèse. Je pense que ça va apporter pas mal de questions à la fin des présentations. Merci beaucoup, Sarman. Pour enchaîner, on a Adeline Houssac des idées plein la terre qui va pouvoir nous présenter l'association. Oui, bonjour à tout le monde. Du coup, l'association des idées plein la terre, c'est une asso loi 1901 qui a été créée donc en 2020. L'objectif, c'est de sensibiliser et promouvoir des actions d'éco-construction et rénovation solidaire à Reims, en Champagne. Donc, c'est pas forcément que la terre crue non plus, mais c'est une grosse partie de nos activités. Nos valeurs, on s'intègre en tout cas dans les valeurs d'éducation populaire. En termes de membres, aujourd'hui, on est une équipe donc de 6 membres actifs, dont 2 salariés équivalent 1,5 ETP. Et le profil, en tout cas, des adhérents sympathisants particuliers et pros du BTP. Et voilà. Après, sur
Juste ouais, sur le territoire d'action, du coup, on est basé à Reims et on intervient aux alentours, à savoir que du coup, en Champagne, il y a beaucoup de patrimoine en terre, mais qu'il est complètement méconnu. Il y a une thèse qui a été faite récemment par Adrien Arras-Gaudry, justement sur le sujet, donc ça permet en tout cas d'informer les locaux et même les professionnels. Et en fait, la particularité, c'est qu'on a très peu d'artisans qui sont formés, donc de gros enjeux là-dessus et beaucoup de sensibilisation aussi grand public, d'où nos actions qui, du coup, slide suivante, c'est principalement donc des ateliers, des expositions, conférences, des stands, des projections, des visites de bâtiments ou de fabricants. Et on a un dernier pôle plutôt accompagnement où l'objectif, c'est de répondre à des informations, proposer des visites conseils, justement, quand il y a des projets de rénovation, c'est plutôt de rénovation d'ailleurs, et de l'accompagnement personnalisé. Et ça, on a en tout cas en cours de développement, de réflexion sur ce sujet pour développer en 2026 une partie chantier. Et on se questionne justement sur les enjeux assurantiels, fiscalité et tout ça, le fait qu'on soit une association. Donc ça, c'est des choses en cours de réflexion. En termes de financement, nous, on a un budget de quasiment 90 000 euros. Donc ça, c'est sur les chiffres de 2024, sachant que 2025, on a augmenté, on est autour de 140 000. C'est pas finalisé encore les comptes par la comptable, donc ouais, ça donne un ordre d'idée. On a du coup des subventions, ça c'est quand même un temps assez important, en tout cas pour les demandes de subventions et le suivi et tous les bilans, tout ce qui s'ensuit. En termes de recettes, on a également une partie avec des prestations, donc un peu 30, quasiment 30%, et donc les subventions, quasiment les trois quarts, les fonds dédiés qui sont notés, c'est une subvention qui avait été reportée de l'année d'avant pour l'année 2024 et un petit pourcentage pour les dons et les adhésions. Et en termes de charges, donc on voit clairement que c'est surtout les frais de personnel, en tout cas, qui sont importants, donc 1,5 ETP qu'on a. Aujourd'hui, donc, on est un des acteurs sur la terre crue en Champagne-Ardenne. On est un peu tout seul sur ce territoire-là et du coup, on a rejoint le collectif Biosourcé Grand Est en tant que membre actif. Et dans ce collectif, on est le seul référent, en tout cas, sur la terre crue pour l'instant, en sachant qu'il y a d'autres acteurs dans les autres anciennes régions, on va dire. La région est assez grande, donc les autres anciennes régions, Lorraine et Alsace. Je sais qu'il y a Vincent qui va parler de l'Alsace après, donc voilà. Mais il faut savoir que du coup, en Grand Est, il n'y a pas de structure filière régionale, en tout cas structurée. Nous, on se définit comme un des acteurs où on fait de l'éducation populaire, mais pas forcément en fait comme l'animation de filière en tout cas. Et donc, collectif biosourcé, le collectif a été créé en 2019. Il est porté sous l'égide d'Envirobat Grand Est. C'est l'équivalent de Batilab, par exemple en Bretagne ou Ecopolis en Île-de-France. L'objectif, c'est du coup faire de la promotion et valoriser les matériaux bio et géosourcés donc, de manière large, il y a toutes les différentes filières. Au niveau des membres de ce collectif-là, donc c'est principalement des professionnels du BTP. Il y a des représentants de filières donc, qui vont être... L'état d'avancement, en tout cas, des différentes filières en Grand Est est différent. Donc, on va retrouver la paille, chanvre, laine de mouton, la terre, il n'y a pas de manière officielle, et le bois qui a rejoint plus récemment. Et à savoir que du coup, les référents de ces filières-là sont soit bénévoles, soit salariés. Ça varie des filières. Il y a beaucoup aussi d'indépendants donc, qui sont plutôt architectes, bureaux d'études. On manque d'artisans par contre sur ce collectif. Et on a également les institutions qui sont représentées avec notamment l'Adréal Grand Est qui fait le lien avec l'ADEME et la région. Donc en termes d'implication, de temps, participation aux réunions et aux événements, je vais développer après. Et dans le collectif, on a aussi, donc, comme c'est porté par Envirobat Grand Est, une personne d'Envirobat qui est dédiée en fait à l'animation de ce collectif, à savoir que ça représente une demi-journée par mois à peu près. Et que, donc ça permet quand même les plus et le portage administratif et financier, notamment pour les demandes d'appel à projet pour des événements spécifiques, la gestion et mise à jour des contacts et des adhérents et aussi le relais communication et ressources. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant.
Mais à savoir qu'une demi-journée par mois, c'est pas beaucoup, mais j'en parlerai un petit peu après. Sur les activités qu'on propose, du coup, déjà, c'est le fait d'être en réseau et de se connaître. Donc ça permet de créer une synergie, transmettre des infos, des retours d'expérience et tout ça. Et après, il y a eu un gros travail de fait donc, sur le site internet, donc ce qu'on peut voir affiché. C'est notamment un site plutôt ressource avec des éléments, des outils comme le référencement des annuaires existants. On n'a pas voulu refaire un nouvel annuaire, mais plutôt de faire la communication de ceux qui existent déjà. Un outil de recensement de bâtiments, et là on voit en tout cas la limite du bénévolat est un peu à la ramasse en ce moment, mais en tout cas il existe. Des infos utiles, notamment sur les aides financières, les formations, les différentes filières, et puis une gestion de formulaires de contact. Donc là, on a pas mal de sollicitations. C'est plutôt des réponses de conseils de premier ordre de professionnels ou maîtres d'ouvrage qui veulent mettre des matériaux bio et géosourcés. Et donc, on essaye de répondre en tout cas à toutes ces sollicitations-là. Et l'événement, en tout cas, qui est assez important et porté par le collectif, c'est Bâtir dès demain. Donc, il y a eu déjà 2 éditions, une en 2024 sur une journée, on a touché plus de 100 personnes. Et puis, une édition en 2025 où là, c'était sur 2 jours avec une journée, on a touché 100 apprenants du BTP CFA de Pont-à-Mousson et plus de pro. Donc là, c'est plutôt des conférences, tables rondes, stands d'information et surtout des ateliers main à la pâte parce qu'on a quand même des gens qui aiment bien mettre les mains dans la matière. Et après, ponctuellement, en fonction des sollicitations, on va avoir des stands et de la représentation sur des manifestations extérieures, mais ça dépend vraiment de la disponibilité et localisation des membres actifs. Et que là, on voit quand même la limite du bénévolat aussi, cet enjeu-là. En termes de territoire d'action, on intervient donc sur tout le Grand Est, mais donc ça dépend des forces vives et on a dans le réseau très peu d'Alsaciens. Il faut savoir que du coup, Envirobat de Grand Est, à la fusion des régions, c'était c'est 3 entités différentes et les formes juridiques sont aussi différentes et du coup, le collectif est porté par la structure qui est plutôt sur le territoire Lorraine et Champagne-Ardenne. Et en Alsace, c'est porté par l'INSA de Strasbourg. Et du coup, en Alsace, tout est accessible gratuitement, alors que côté Lorraine et Champagne-Ardenne, il faut adhérer à l'association. Et donc ça, en tout cas, c'est identifié comme un frein de notre côté pour essayer d'avoir plus d'Alsaciens, en tout cas dans le collectif. Au niveau du fonctionnement, on a un copil avec donc toutes les filières et quelques membres actifs et après des GT thématiques, donc communication pour gérer le site. Il y a l'événement Bâtir dès demain. Voilà. Et en termes de financement, on est en plein questionnement parce que justement, on a vu la limite du bénévolat. En fait, la personne côté Envirobat a fait un burn-out suite du coup à l'événement Bâtir dès demain où il y a des bénévoles qui s'étaient engagés et qui n'ont pas forcément porté toutes les actions. Et donc, elle a beaucoup compensé en termes surtout administratifs et suivi financier. Et du coup, on voit bien la limite. Donc là, on est en train de se questionner justement pour créer soit un poste salarié ou en prestation. On n'est pas encore au point là-dessus. On a réussi à avoir un financement de la DREAL pour se faire accompagner justement sur ces questionnements-là. Et à savoir qu'aujourd'hui, en termes de recettes de prestations, il y a des adhésions à 40 euros annuels et ponctuellement des devis sur sollicitation, mais ça reste, on va dire, anecdotique par rapport aux charges si on voulait des salariés. Donc c'est pour ça qu'on est en plein questionnement de ce modèle-là. Et voilà. Je crois que Super. j'ai tout. Merci beaucoup, Adeline. C'est super intéressant d'un collectif à l'autre. Génial. En tout cas, il y a plein de questions qui arrivent sur la conversation qu'on va pouvoir traiter à la toute fin. Je propose à Marie de prendre la suite pour le collectif Terre Hauts-de-France. Bonjour à tous et merci pour les présentations déjà faites, c'est super intéressant. Donc le collectif Terre Crue Hauts-de-France est un bébé collectif qui n'est pas très âgé. Donc d'abord un petit état des lieux de la filière terre en région Hauts-de-France. Comme vous voyez, j'ai remis la carte là pour que voilà, en fait c'est assez évident qu'il y a un patrimoine en torchis qui est très présent, mais historiquement.
mais qui est vraiment énormément invisibilisé par rapport à d'autres régions. Parce qu'il reste il y a très peu d'acteurs sachants sur le territoire par rapport aux techniques terres. C'est un patrimoine qui a été fortement touché par les guerres, qui a disparu ou bien qui est enfoui sous le ciment. Et aujourd'hui, forcément, quand on enfouit la terre sous le ciment, on a énormément de sinistres et de désordres. Donc aujourd'hui, dans la tête des gens en Hauts-de-France, la terre, c'est un truc vraiment pourri. Donc voilà, ça c'est au niveau du patrimoine. Au niveau des ressources, c'est vraiment une région très intéressante parce qu'il y a une ressource très largement abondante. Dès qu'on donne un coup de bêche dans un endroit en Hauts-de-France, on tombe sur de l'argile en quantité énorme, en qualité et en variété. Il y a plein de sortes d'argiles. Il y a des argiles vertes, des argiles roses, des argiles grises, des argiles ocre. Voilà, on a vraiment plein de sortes d'argiles. D'ailleurs, c'est attesté par la présence de nombreuses argilières qui sont abandonnées pour la plupart. On a surtout sur notre territoire des limons argileux, des argiles le plus souvent sans cailloux. Et donc, et c'est un point important, je pense, ce sont des terres qui sont très différentes des terres appisées, des terres qu'on peut trouver dans le Lyonnais. Voilà. Par ailleurs, on a un patrimoine en terre cuite qui est encore bien vivant, même si voilà, il a quand même aussi énormément subi de la désindustrialisation, etc. Donc avec des briqueteries artisanales, des tuileries, des poteries, des petites structures ou des plus grandes structures. Dans le Nord, on a vraiment la culture brique, voilà, et une tradition du travail de l'argile sous cette forme terre cuite beaucoup. Donc en fait, quand on regarde les ressources, quand on regarde le patrimoine, quand on regarde tout ça, les outils, je dirais, les acteurs, on peut se dire qu'il y a du potentiel. Et pourtant, au niveau Hauts-de-France, la terre dans les Hauts-de-France, pour moi, c'est vraiment, on est hors des périmètres classiques de la terre crue. On n'est pas vu, en fait, la région Hauts-de-France n'est absolument pas prise en compte. Peut-être parce qu'on a une technique de torchis qui est assez peu valorisée au sein de la filière, je trouve. Il y a beaucoup plus de techniques, il y a des techniques constructives qui sont beaucoup plus valorisées au sein de la filière que le torchis. Par exemple, le pisé, par exemple, les terres allégées, voilà. Au niveau des acteurs du territoire, il y a un manque de coordination. Les gens ne se connaissent pas et ne sont pas reliés entre eux. Évidemment, il n'y a aucun siège et aucune représentation à la Confédération. Et on est très loin de Cratère, qui est quand même la Mecque de la terre crue en France. Donc, c'est quand même un centre qui est très connu et de référence, et on en est très loin. Et pourtant, on peut faire le constat quand même qu'on est de plus en plus de professionnels engagés. J'ai mis Conferto Irana, qui est une scope d'entreprise dans laquelle je suis d'ailleurs. Et depuis quelques années, on est passé de 1, 2, 3 personnes impliquées dans la terre crue jusqu'à aujourd'hui, on est plus d'une dizaine. Donc on a vu qu'il y avait vraiment voilà, quelque chose qui se créait, une dynamique. Et donc, en fait, c'est suite à l'AG de la Confédération, on était 3 gens du Nord et avec Frédéric Jonard, Raphaël Pochitz et puis moi, et on s'est dit: «Mais dis donc, il y a pas de ch'tis ici, c'est pas normal». Donc allez, ça a commencé par: «On va se faire un apéro» et ça finit par: «Bah non, en fait, on va inviter plein de gens qu'on connaît dans la terre et on va voir si ça prend». Et donc 18 juillet 2024, on a fait une réunion avec 42 participants chez Frédéric Jonard. On a fait des ateliers de travail, on a mis en place, on a vraiment travaillé, hein. On a mis en place des ateliers de travail pour savoir si, voilà, on était tous là intéressés par faire un groupe régional. On a structuré des actions et on s'est revus l'année passée pour continuer à avancer. C'est là qu'on a créé le nom et on commence à écrire une charte du collectif. Et comme j'ai mis, on n'oublie pas la convivialité. Je pense que c'est très important. Nos groupes régionaux, ils servent aussi déjà à se regrouper, à se retrouver. Et la convivialité, c'est vraiment très, très important dans nos groupes régionaux. Donc, grâce à ce collectif qui a été créé, on a pu être présent sur 2 événements là. Le 13 mars 2025, les rencontres régionales du bâtiment biosourcé,
où on a été présent par une conférence, un stand aussi, qui a été offert gratuitement par le CD2E, qui est notre envirobat local, et des ateliers pratiques. On a aussi été présent également soutenu par le CD2E au Congrès national du bâtiment durable. C'est là où on a créé le logo avec le CD2E, donc qui nous aide, qui nous porte pas vraiment, mais enfin voilà, qui est vraiment un aidant. On a participé à une table ronde, une conférence. Le stand n'était pas gratuit, mais il a été pris en charge par Aster. Et on était au sein d'un stand qui était bio-géosourcé. Donc, on était avec le collectif Paille, Hauts-de-France et Construire en Chambre. Et aussi, voilà, il y aura les 10e assises de la Terre crue à Calais cette année. Et normalement, ça devrait être un beau tremplin. Ces rencontres sont importantes pour se faire voir, bien sûr, mais aussi déjà se retrouver, rencontrer les autres filières et puis voilà, apporter de la visibilité. Donc voilà, chez nous, dans le collectif Terre, on n'a pas de budget. C'est pas une association. Mais voilà, moi j'espère qu'avec les prochaines assises d'Aster, on va pouvoir mobiliser et fédérer des acteurs du territoire pour dynamiser notre territoire. Et puis faire valoir sa typicité. Au sein de la filière terre, on a tous des régions différentes avec des terres différentes, des cultures constructives différentes. Et c'est bien de montrer cette diversité au sein des filières. Super, merci beaucoup Marie. Et ben, on va pouvoir passer en Alsace avec Vincent, si tu veux bien prendre la suite. Ouais. Eh bien, bonjour à tous. Je représente aujourd'hui le collectif Terre Crue Alsace ou Terre Alsace. Il n'y a pas encore effectivement de nom tout à fait choisi, même si ça se dessine dans ce sens-là. Euh, le première action qu'on va mener, pour tout vous dire, ce sera de diffuser ce webinaire, parce qu'on a notre deuxième réunion, on va dire, de tous les acteurs qui s'est déroulée avant-hier. Donc c'est une fraîche information et c'est assez rigolo de voir que des événements se croisent et permettent de rebondir. Donc voilà, nous, on est un collectif constitué d'artisans, d'artisanes. Il y a aussi bien des bureaux d'études que des architectes. Il y a également un ancien contrôleur technique, et ça, c'est très intéressant. On a aussi un briquetier et des organismes de formation, ainsi que quelques associations à destination des particuliers. Voilà. Dans l'historique de la création de ce collectif, parce que c'est peut-être là-dedans que ça réside, le sujet principal aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas un historique d'action particulier, notre région, qui est l'Alsace, s'intègre effectivement dans le Grand Est, donc on n'a pas d'interaction pour le moment avec des idées planétaires, mais ça viendra peut-être. L'Alsace, c'est un secteur assez pauvre en réseau d'éco-construction, et pourtant la culture du biosourcé et du bois est assez forte, assez implicitement dans les conceptions. On bénéficie d'une architecture en pan de bois et torchis historique extrêmement identitaire. Et la valorisation foncière de l'immobilier local permet de mettre un petit peu les moyens pour rénover en terre crue. Après, le sujet, c'est de comment faire évoluer les mentalités pour débloquer ces sujets-là. Sur le territoire, il y a également deux écoles d'ingénieurs et des laboratoires académiques qui travaillent sur les sujets à base de terre crue. Il y a l'ENSTIB à Épinal dans les Vosges et l'INSA. Alors, les Vosges n'étant pas en Alsace, mais voilà, il y a quand même des vases communicants dans tout ça. Depuis 2022, il y a une antenne du Gabion qui est installée en Alsace, et ça a été clairement un facteur déclenchant parce que depuis 2022, on a des sessions d'ouvriers professionnels de l'éco-construction ou de la rénovation du patrimoine ancien qui sortent tous les ans et qui potentiellement travaillent la terre crue. Dans tous les cas, ce sont des gens, des stagiaires, des formés, pas forcément des gens du bâtiment historiquement, mais qui ont une compétence terre crue. Voilà. Là, on a un organisme de formation assez investi dans l'éco-construction qui s'appelle la SCLOP Les Deux Rives, qui depuis 2023 organise à destination des concepteurs et architectes une formation, initiation à la terre crue. En général, il y a toujours minimum 10, 20 inscrits et c'est très, très intéressant les échanges.
Et depuis 2024, on a également des formations en béton de terre allégé qui regroupent toujours sur chantier avec des cas concrets qui regroupent pareil entre 8 et l'année dernière 20 participants quasiment. Donc on voit qu'il y a un réel engouement sur les sujets de terre crue. Et par exemple, l'Eurométropole de Strasbourg se positionne sur ce créneau en lançant des appels à projets et des concours spécifiques pour valoriser les terres crues et les terres de site. Donc ça attire naturellement les architectes à se positionner, à se renseigner, à se former sur le sujet. Donc voilà, on arrive en 2026 aujourd'hui. On s'est tous rencontrés en 2025 et la dernière rencontre de mercredi dernier a été, ben, on a identifié quelques actions, qu'est-ce qu'on fait déjà, qu'est-ce qu'on pourrait faire à plusieurs et c'est quoi nos priorités. Et on en est arrivé à... Alors, je vais essayer d'être le plus représentatif possible, même si tout n'est pas défini. Je vais vous donner l'avis du collectif, mais naturellement, mon avis individuel transparaîtra un petit peu. L'objectif, quand même, c'est que on reste... Pour le moment, on est évidemment un organisme, on va dire, non structuré, avec que des bénévoles. Donc, l'objectif, pour éviter justement l'essoufflement, l'investissement personnel qui conduit à un épuisement et c'est indispensable pour nous de sécuriser l'investissement des individus qui participent au collectif, c'est que chacun trouve un intérêt individuel à participer à ces actions collectives. Ça, c'est vraiment c'est indispensable. Alors, toutes les actions ne peuvent pas correspondre à tout le monde, mais dans le lot, c'est indispensable qu'il y ait cet équilibre. Donc, en quoi vont constituer les actions que nous, on pourrait imaginer mettre en place? Bah, tout simplement le partage de pratiques, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais après, de plus concrètement, c'est d'un maçon à un architecte, d'un maçon à un autre maçon, quels sont les assureurs que tu as pu solliciter qui vont te permettre de travailler sur du terre crue structurel, où sont tes fournisseurs, est-ce qu'il y a des carrières locales autres que le briquetier qui a pignon sur rue, et qui pour autant il faut soutenir, et qui fait du produit de qualité. On a aussi le projet de partager des actions qu'on souhaite porter. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des individus qui, de temps en temps, font des ateliers, par exemple, dans des collectivités ou dans de sensibilisation grand public. L'objectif, c'est que le collectif s'empare de ces événements-là, les porte au nom du collectif et rayonne à l'échelle du collectif tout en faisant rejaillir le bénéfice de cet événement sur l'individu qui l'a porté et les autres individus également. Et par là même, ça va débloquer des idées dans la tête des gens qui vont lire, notamment parce que en s'appuyant sur des collectivités qui portent les événements, c'est finalement les collectivités qui vont aussi communiquer un peu pour nous et pour le sujet terre crue. Et ça, c'est super parce que la presse locale, on n'a pas l'impression, mais ça a l'air de rien un impact assez important. Voilà. Évidemment, un des objectifs aussi, c'est de communiquer, que le collectif puisse communiquer auprès des concepteurs, des maîtres d'ouvrage et des entreprises du BTP et à plus long terme, parce que ça nécessite un peu plus d'investissement en temps humain envers le grand public. Même si on a déjà deux associations comme l'association de maintien et de sauvegarde des maisons alsaciennes et un petit peu les castors. Donc là, c'est vraiment à destination des autoconstructeurs, donc du grand public, qui sont investis dans l'association. Un des axes intéressants aussi qui risque aussi d'attirer du monde dans ce collectif, c'est que on envisageait de mettre en place une banque de travail. C'est-à-dire que quand certains artisans se trouvent un peu seuls dans leur coin et ont des difficultés à répondre à des projets un petit peu conséquents, ben, en fait, ils ont la possibilité de faire appel aux ressources d'autres artisans. Et ça, c'est crucial. Et donc ça touche les artisans ou les entreprises, mais nous, concepteurs, on a aussi le besoin, quand on lance des marchés, d'avoir la certitude d'avoir des entreprises qui savent répondre. Et on s'est dit, bah, finalement, c'est rarement des petits artisans, mais peut-être que des PME, ça pourrait valoir le coup de faire connaître l'existence des maçons terre crue qu'ils ont à disposition en local, de valoriser leur investissement dans le savoir-faire, et en fait, en sous-traitance, de faire appel à ces maçons. Et du coup, on a des entreprises qui sont compétentes, qui ont une faculté de répondre à des marchés un petit peu costauds, et pour autant, on a une vraie qualité de réalisation derrière. Ça, c'était une idée qu'on pouvait avoir. Voilà. Puis, on est quelques-uns également dans le réseau à participer à des démarches de recherche sur les matériaux terre crue et à produire des référentiels techniques et à participer au groupe de travaux nationaux. Et on s'est dit, ça pourrait être pas mal de constituer un petit peu le vecteur descendant, remontant des acteurs locaux vis-à-vis de cette démarche nationale.
Voilà un petit peu le positionnement de l'association pour le moment. Il n'y a pas de structuration. On est porté par donc le centre de ressources alsacien qui est l'équivalent d'Envirobat de Grand Est. Et voilà, c'est largement à définir. Pour le moment, ce sera plutôt nos actions qui vont décider des besoins réels de structuration et on verra un petit peu ce que ça peut donner. On peut peut-être se donner rendez-vous dans un an. Ok, super. Merci beaucoup, Vincent. N'hésitez pas à poser vos questions sur la conversation pour qu'on puisse les aborder juste après. Euh, pour finir, je ne sais pas si Madeleine, tu as la possibilité de présenter ou est-ce que je le fais pour toi, sachant que je sais que tu es dans le train, donc c'est peut-être pas idéal. Je vois pas le micro qui s'active, alors je vais essayer de faire de mon mieux. Donc Madeleine m'a informé qu'il y avait un collectif terre qui était en train de se constituer en région PACA. Alors, ils se sont réunis en octobre 2025 et donc la structuration est en cours. Au départ, en fait, c'est une branche de l'association Éco-Bâtissons qui est déjà sur le territoire. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'association créée à proprement parler. Pour savoir un peu comment ce collectif a envie de fonctionner, il y a un questionnaire qui a été diffusé pour récolter les attentes des membres de ce collectif. Et l'objectif, c'est de planifier des rencontres en présentiel et des événements en visio une fois tous les 2 mois. L'objectif de ce collectif, ce serait de donc, prendre en compte les spécificités du territoire et des professionnels de la région, sachant que les membres sont plutôt donc, des architectes, des artisans, membres d'associations, et puis je crois qu'il y a un PNR qui fait partie aussi des membres. Et au niveau des financements, l'idée serait de fonctionner grâce aux adhésions, aux dons, avec des participations aux frais d'événements ponctuels, puisqu'aujourd'hui, c'est exclusivement du bénévolat. Donc, j'espère, Madeleine, avoir retranscrit au mieux ce que tu m'avais indiqué. Donc, affaire à suivre aussi pour le collectif PACA qui est en train de se structurer. Avant de passer aux questions, j'avais juste envie de parler des 2 autres entités régionales qui n'ont pas pu assister, n'ont pas pu être là. Donc Terra, qui a été créée en 2014, c'est une association qui a donc des statuts et ils ont eu notamment des subventions de la DREAL pour organiser une série de 10 visites. Vous avez peut-être vu passer les communications, ça s'appelait les Vendredis du Pisé. Et donc, grâce à ces financements, ils avaient pu embaucher quelqu'un pendant 12 mois pour organiser ces visites. Ils ont également mis en place une exposition terre à terre. Et lors de la dernière AG de la Confédération Terre Crue, ils nous avaient indiqué qu'il y avait à peu près 32 adhérents actifs dans cet assaut. Même chose, j'espère retranscrire correctement les informations qui me sont parvenues. Donc peut-être que je me suis trompée à certains endroits. À Réseau, donc plutôt région sud-ouest, qui finalement semble être la plus ancienne de toutes les associations puisqu'elle date de 2003. Donc là, c'est une association multifilière aussi, un peu comme nous à l'ARP, c'est-à-dire que c'est pas spécifique à la terre crue, mais ça fait partie de ces actions. Ils ont organisé des démonstrations, ils sont intervenus par exemple à la formation ambassadeur des écomatériaux de la DREAL. Ils ont également fait des interventions à l'école d'architecture de Toulouse. Et ils ont obtenu, nous ont-ils informé l'année dernière lors de l'AG de la Confédération, ils ont obtenu une subvention de 3 000 € de la DREAL pour proposer des outils pédagogiques et notamment un jeu de cartes sur la construction terre crue qui est censé voir le jour prochainement. Et ils nous informaient que leur association était constituée de 35 adhérents actifs. Voilà. Après, il y a le collectif des terres, mais comme j'ai très peu d'informations sur le collectif des terres, je n'ai pas voulu m'avancer. Mais voilà un peu pour ce tour de France des collectifs. Alors, je propose qu'on puisse traiter les questions qui ont été demandées via le chat. Donc, je vais essayer de prendre dans l'ordre d'apparition. Donc, on a Laurent Denerter qui demande au CTA quel temps pensez-vous passer pour le collectif? Aliénor, si tu as la possibilité de préciser la durée. Alors, c'est assez
enfin, je sais pas trop quoi répondre à cette question parce que ça va bien sûr dépendre de chacun. Après, nous, dans notre fonctionnement, on fait une réunion du conseil d'administration en visio tous les mois D'accord. pour parler des sujets en cours. Et après, bon, moi, je suis du coup du côté ligérien, enfin du côté de Nantes. Et nous, on se retrouve tous les 3 mois sur une demi-journée à peu près entre nous parce que ça nous permet de nous croiser et c'est toujours hyper sympa. Et puis justement, là, j'entendais des gens parler de se regrouper entre maçons, etc. Bah, c'est aussi à ces occasions-là que ça peut se mettre en place. Et voilà, Ok, donc globalement, c'est les deux rendez-vous, on va dire, réguliers qu'on a au ok, CTA. d'accord, ça marche, merci. On a ensuite Guillaume Charrier qui demande pour le collectif francilien, est-ce que ce sont des adhérents pros ou il y a aussi des particuliers? Alors, il me semble qu'il y a de tout. Parce que, en fait, il y a des personnes qui sont dans des réseaux pro, mais qui adhèrent en tant que particulier. Et on a aussi des adhésions pro. Et alors, c'est pas moi qui gère les adhésions, mais on a eu toute une discussion sur les tarifs des adhésions. Et il me semble, mais faut que je confirme, mais je suis quasi sûre qu'on a fait un tarif pour les particuliers et un tarif pour les pros en se disant que c'était des entreprises, des agences, etc., qui pouvaient mettre un peu plus, puisqu'elles allaient aussi bénéficier du réseau et des opportunités de projet du collectif. Ok, super. On a Madeleine aussi qui a posé une question, mais alors je ne sais pas à qui ça s'adresse. Quel type de prestations proposez-vous? Avez-vous des liens avec les CAPEB de vos régions respectives? Alors peut-être que ça s'adresse à tous les collectifs. Est-ce que chacun, vous avez des liens avec les CAPEB ou par exemple FFB aussi de vos régions respectives? Marie et Vincent font nom de la tête. Adeline peut-être? Moi, je les ai déjà sollicités notamment pour des journées pro, enfin journées techniques dédiées pour les pros organisées avec le parc de la montagne de Reims, PNR. Et en fait, j'arrive pas du tout à entrer pour avoir au moins qui relaie la communication. Que ça, mais on n'arrive pas. Et Ok, c'est compliqué. Moi, je peux peut-être faire un petit retour pour, on va dire, militer de la même manière pour la terre que pour la paille. Souvent, les capables ne sont pas les interprofessions les plus à même à recevoir les techniques non courantes, dites non courantes. Mm. Paradoxalement, la FFB, qui est plutôt orientée grosse filière du bâtiment, est un peu plus réfléchie à long terme et investit du temps. Pourquoi pas? Alors, ils y vont sur des petits coussinets, hein, mais la FFB est plus enclin à réfléchir aux techniques non courantes. Et voilà, je sors d'une réunion et j'avais trois sur la paille et on avait trois majors de la construction, FH Bouygues et SPI et un charpentier local. Voilà pour la réponse. ok, intéressant. On a Marie aussi qui demande à Adeline, comment avez-vous réussi à obtenir des subventions? Quels fonds et comment les avez-vous obtenus? Via quel contact? Ouais, alors ça a pris du temps parce que moi j'ai fait 3 ans de bénévolat pour faire de la trésorerie sur l'asso. Après j'étais salariée à 30% et maintenant je suis à temps plein. Mais du coup, je me suis formée en création d'entreprise et spécialisée dans l'ESS pour comprendre comment ça marche, tout ce truc de répondre aux appels à projets et la gestion de financement à trésorerie. Et du coup, après, c'est beaucoup de contacts en essayant de regarder quel appel à projet sort. C'est quasiment que des appels à projet et difficilement pour du fonctionnement. Mais ça, c'est, je crois, un peu l'ambiance nationale et pas que en Grand Est. C'est les retours que j'ai d'autres assos. Et après, en fait, c'est une fois qu'on répond ou qu'on est dans les réseaux pour être au courant des appels à projets, bah, en fait, aux dates qu'on reçoit, il faut déposer les dossiers. Mais ça se fait quand même sur un temps assez long. Et en fait, c'est des choses où entre le moment où on rédige le projet, le moment où on a la réponse et le moment où on a la trésorerie, c'est des délais très longs. Et du coup, ça peut mettre en péril, en tout cas, certaines actions. Nous, le démarrage a été ouais, assez long de ce côté-là. Et après, du coup, en termes de subventions, quel contact on a en tout cas aujourd'hui des fonds européens avec le FSE+, on a la DREAL, mais pareil, c'est pour des projets spécifiques, notamment aussi les prestations ambassadeurs des matériaux biosourcés, ça a été évoqué. Et sinon, c'est pour des projets, on a sorti une brochure sur la terre crue pour des visites, enfin, c'est à chaque fois pour des actions très particulières.
On a eu une aide à l'emploi de la région Grand Est aussi sur 2 ans. Le FDVA, c'est des fonds de développement de la vie associative, donc c'est lié par le ministère, mais après par département. Donc il y a 2 volets, formation et fonctionnement ou projet innovant. Et puis un petit soutien, on va dire, de la ville de Reims qui est maintenant limité en termes de... Ouais, voilà. Faut Et demander donc, chaque année. En tout cas, il y a une précarité. C'est à demander bilan. Ouais. Et pardon, je t'ai coupé. non, non, c'est moi, excuse-moi. Mais alors, du coup, il y a un endroit qui qui centralise tout ça, où à chaque fois, tu vas voir la DREAL, tu vas voir la FSE, plus tu vas aller voir la FDVA. Ouais, non, non, à part la CRES, je ne sais pas si du coup la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, donc ça c'est en tout cas un contact assez intéressant, nous, parce qu'ils connaissent bien les institutions et du coup, en fonction des régions, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais nous, ils font le relais, il y a une lettre d'info avec les différents appels à projets qui peuvent sortir. Mais après, c'est surtout du réseautage et de la représentation dans les événements que les institutions peuvent relayer, quoi. Et ça, Mélanie, ma collègue, elle était à 0,5, elle faisait que communication, représentation financeur et rédaction des appels à projets. Voilà, 0,5 Ah, ETP. ça Et moi, prend je un m'occupe... demi-ETP. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, super. Il y avait une question ensuite sur le PIDE en région de Lyon, mais ça a été répondu en conversation directement. Quelqu'un qui demande, avez-vous un site internet? Bah alors, je pense que je mettrai les sites internet existants dans un mail, peut-être avec la présentation aussi, si vous acceptez tous de faire partager les infos. Et puis les collectifs naissants, peut-être qu'il n'y a pas forcément de site internet, mais il y a peut-être des pages Facebook ou des choses. Voilà, vous me direz et puis je transmettrai directement aux participants du webinaire. Quelqu'un, Bruno Morin, qui demande où se situe l'antenne formation du Gabion. Je pense que c'est pour toi, Vincent. Ouais, j'ai répondu juste en dessous. Du coup, Ah oui, exact. Non, pas de Pardon. souci. Le Gabion était initialement accueilli par l'écomusée d'Alsace, donc autour du patrimoine culturel et architectural en Torchie. Et récemment, le Gabion a déménagé sur un site associatif où ils ont désormais des locaux pour leur stage, pour leur enseignement. Et en fait, ils ont un magnifique terrain de jeu pour toute la formation manuelle parce que l'association leur donne la possibilité de travailler sur leurs locaux, leurs futurs locaux, qui a vocation à accueillir des artisans, qui a vocation à accueillir n'importe quelle activité qui bénéficie de près ou de loin à notre environnement futur. Et du coup, c'est très extrême. C'est un site qui est dynamique et qui risque de le devenir de plus en plus. Et je pense que cette synergie, elle est assez super. Pour y avoir participé à pas mal d'événements là-bas, c'est toujours des chouettes moments et je pense que tout le monde en ressort grandi, inspiré, remonté, regonflé, comme vous voulez, quoi. Ok, génial. Il n'y a pas d'autres questions particulières, j'en vois pas arriver. Si jamais il y a encore la possibilité d'en poser, j'en profite juste peut-être pour, en guise de conclusion. On a donc mis sur la page YouTube de l'ARP le replay du webinaire numéro 1 qu'on avait fait sur le projet National Terre. En fait, même vous, collectif de vos régions, vous pouvez inviter vos membres à aller le voir parce qu'en fait, ça ne parle pas de la Normandie, c'est juste un récap du projet National Terre. D'ailleurs, à ce sujet, on a le collectif francilien, donc Martin Paco, qui nous a demandé de vous parler d'une enquête qui va venir, qui va être diffusée à partir de février. C'est l'axe en fait socioculture du PNTR qui a mis au point une enquête d'envergure pour le national à destination des maçons, maçonnes et enduiseurs-enduiseuses. Et donc peut-être que chaque collectif pourra diffuser à ses membres professionnels, artisans, artisanes, l'idée étant ensuite d'analyser les résultats et d'avoir en fait une synthèse en octobre 2026. Voilà. Donc on m'a demandé de passer le message, donc je pense qu'on aura un peu plus d'informations et qu'on pourra diffuser chacun dans nos régions. Il y a une autre question qui vient d'arriver. Avez-vous réfléchi à des solutions territorialisées à mettre en avant auprès de la maîtrise d'ouvrage des prescripteurs? Exemple, Bauge et Adobe plutôt que BTC et PISé.
Marie, oui. Ouais. La visite de chantier comme a fait Terra ou d'autres, nous Ouais. on y avait pensé, on n'a pas réussi encore à le faire, mais je pense que c'est une bonne façon Mm. de montrer aux prescripteurs et aux maîtrises d'ouvrage. Ouais. Peut-être les vendredis du torchis bientôt en Hauts-de-France. Aliénor qui lève la main. Ouais, du coup, donc, comme je disais, on fait des prestations d'études de convenance, donc où on va venir caractériser des terres, et c'est aussi l'occasion pour nous de faire de la sensibilisation auprès des maîtrises d'ouvrage, justement parce que bah, nous, forcément, on fait beaucoup de Bauge, hein, clairement beaucoup de Bauge et d'Adobe, et je rebondis sur cette question pour aussi parler du fait qu'il y a des industriels qui commencent à s'implanter aussi avec des produits à base de terre. Alors, je crois que c'est vraiment plutôt vers chez nous pour l'instant, que ça se développe, mais on a quand même Terre-Liande.p qui pointe le bout de son nez, et on a Géomur de Pigeon. Donc là, on a aussi un gros sujet comme des maîtrises d'ouvrage sur ces points-là, quoi, où ça va pas être évident. Ok, super, merci pour ces précisions. Ensuite, il y a Vincent qui lève la main, peut-être pour compléter. Ouais, c'est un axe de réponse, mais on est quelques maîtres d'œuvre sur le terrain, sur certains cas de figure, à des marchés d'ampleur où on a pas mal de terre excavée sur les chantiers. On fournit dès la phase diagnostic des cahiers des charges de valorisation de terre crue. Donc on sait un petit peu ce qu'on va trouver, mais par anticipation, on prescrit en fait un mini échantillonnage de à peu près toutes les techniques, que ça soit sur la terre porteuse ou non. On a aussi la possibilité en local, nous, de faire du terre coulé. C'est peut-être un sujet qui peut hérisser les poils de certains, mais ça passe, ça écoule de la terre, ça évite d'en jeter en tout cas. Et ça peut être un axe de développement justement pour des fois faire un peu autre chose que de la terre très spécifique type pisé ou des matériaux, on va dire, déjà un petit peu mis en œuvre de manière semi-industrielle, ou en tout cas qui nécessitent déjà une installation avec les BTC. Donc la Bauge et les adobes font partie de ce genre de cahier des charges. Et des fois, on peut se satisfaire d'ouvrages comme des murs d'enceinte. Là, je parle d'un cas très concret. En fait, on a un mur d'enceinte qui est gigantesque. Il devait être fait en béton. Mais on s'est dit, il n'y a aucun enjeu à mettre du béton là-dedans. Est-ce qu'on ne pourrait pas écouler nos 22 000 mètres cubes de terre dans le mur d'enceinte, quoi? Et donc pour ça, en phase projet, on anticipe un petit peu la caractérisation de la terre, la, la- la- la faisabilité technique, et puis après la faisabilité financière, et après on l'intègre dans la phase projet, et ça permet de garantir un petit peu l'emploi. Donc là, voilà, on est pas, Ok, c'est naissant encore comme pratique, mais ça me semble être un axe intéressant. super. Admin ensuite. Oui, je voulais repréciser, nous, en termes de... C'est un peu comme dans le Nord où le torchis est vu enfin, négativement. On a de gros là-dessus, et même sur les maîtrises d'ouvrage, de montrer que la Terre, ça tient quand même, qu'il y a beaucoup d'effondrements, donc il y a aussi du problème avec des enduits au ciment. Et du coup, nous, on crée aussi d'autres formats pour essayer de toucher, notamment les maîtrises d'ouvrage, pour les sensibiliser, mais qui ne viendraient pas pour des ateliers ou conférences, enfin, des choses qui seraient très spécifiques et ils sont déjà pas au courant de ce sujet. Et on a créé notamment une visite guidée théâtralisée avec un comédien. Et du coup, c'est rentré via l'axe de la culture pour toucher ces personnes-là. Et donc là, on l'a fait par exemple avec le parc de la montagne de Reims sur une des communes de leur territoire. Et ça a bien pris, et en tout cas, les personnes qui sont à la mairie étaient très intéressées par le sujet. Et du coup, voilà, ça la questionne après sur les autres thématiques. Et nous, en termes de techniques constructives, ici, c'est les carreaux de terre. Donc, le carreau de terre, c'est le nom spécifiquement utilisé en local, mais sinon, c'est la technique des adobes. Et en fait, on a la particularité d'avoir une terre qui est très calcaire. Et c'est sur toute la Champagne crayeuse, en tout cas, il y a ce patrimoine-là. Et du coup, tous les projets, en tout cas, qu'on voit sortir, c'est des gens qui sont pas du tout en local et qui connaissent pas du tout les techniques et la terre qui est en local, et du coup, des enjeux aussi de ça. Et voilà, C'était- les enjeux sont Super. larges. Très intéressant. Bah écoutez, génial, merci beaucoup. Mais juste pour finir, j'en profite pour annoncer qu'on va faire un troisième webinaire, cette fois-ci plutôt sur la Confédération Terre Crue.
Alors, on n'a pas encore la date de fixer, mais ce serait soit le vendredi 20, soit le vendredi 27 mars, parce que en fait, on va accueillir en Normandie la prochaine assemblée générale de la Confédération, qui aura lieu le premier week-end d'avril au PNR des Marais du Cotentin et du Bessin. Donc, c'est l'occasion aussi de refaire un petit point sur la Confédération avant qu'elle n'arrive dans notre région. Voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour vos interventions à chacun et chacune. Je suis presque frustrée que ce soit pas plus long parce qu'on a plein de questions à se poser entre collectifs, mais ce sera l'occasion peut-être de reprogrammer un temps pour rééchanger et voir nos avancements respectifs et voir comment chacun poursuit sa structuration. Voilà. En tout cas, encore un grand merci et puis à bientôt. Bonne continuation.